Donc voilà, nous c'est Sans Détour. On vient du Bocage-Bressuret dans les Deux-Sèvres. Et vous allez voir que dans les Deux-Sèvres, il se passe des choses formidables. Donc on est Oui. fabricant de mobilier. Mobilier intérieur, mobilier extérieur, mobilier urbain, éléments d'agencement, intégralement en bois massif. Et pourtant, on n'achète pas 1 cm3 de bois. Donc on a créé Sans Détour en 2015. On est parti du constat suivant. Il y a 6 millions de fenêtres qui sont déposées tous les ans en France, et la quasi-intégralité d'entre elles est incinérée ou enfouie. Alors même que le bois qui les constitue, il est d'excellente qualité, et dans la grande majorité des cas, il est en parfait état. Donc vous avez du chêne, du châtaignier, des bois tropicaux africains, asiatiques, américains. Et du coup, parallèlement à ça, on assiste à une déforestation toujours croissante dans les forêts tropicales autour de la planète, à une perte drastique de leur biodiversité. Si on prend l'exemple du Moabi, le Moabi, qui est le plus grand arbre d'Afrique, il met 600 ans pour atteindre 60 mètres de haut. Donc nous, on le coupe. Les fabricants de fenêtres font des fenêtres avec. Et les clients les utilisent pendant quelques dizaines d'années. Et puis après, on les met à la benne et elles sont incinérées ou enfouies. Nous, ça nous paraît un manque de respect complet pour nos ancêtres qui sont allés prélever ces bois pour la forêt. C'est un manque de respect surtout pour les générations futures. Donc, partant de ce constat-là, on a commencé à réfléchir à la valorisation du bois de ces anciennes fenêtres, et notamment aux produits, au marché, au mode constructif. Là, vous avez un exemple d'un des premiers mobiliers qu'on a fait, des tables et bancs brouettes pour une commune du sud de Nantes dans le cadre du voyage à Nantes. C'est toi qui parles après, Jérémy, non? Ouais. Donc là, on donne un peu 2-3 exemples des modes constructifs principaux qu'on avait repérés dans nos premiers essais comme nous semblant pertinents par rapport à la ressource qu'on a et puis les sections qu'on manipule. Donc des sortes de lattis d'épaisseur assez fine. Les bois les plus massifs au milieu qu'on puisse récupérer, donc les montants juste corroyés. Et puis, un lamellé collé, on reconstitue comme ça des poutres ou des panneaux. Donc, c'était un peu les modes principaux qu'on avait repérés. Juste pour dire que nous, évidemment, on se positionne dans une démarche où on sort du tout jetable, où on extrait les matériaux et puis on fabrique et puis on les jette. Mais on s'inclut évidemment dans un mode de fabriquer, de concevoir beaucoup plus circulaire. Juste pour repositionner là où on se trouve, nous, on est dans le cadre plutôt de la réutilisation, donc on est un petit peu en dessous du réemploi au niveau du côté vertueux, et en dessous évidemment de la réparation, mais un petit peu au-dessus tout de même du recyclage, parce qu'on ne décompose pas, on ne broie pas le bois, on le garde sous sa forme massive, et on reconstruit, on refabrique à partir du matériau. Là, je passe parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant. Souvent, on a besoin de redéfinir un petit peu les termes, évidemment, parce que tout ça est encore assez neuf pour tout le monde. Et donc, il y a cette notion de préparation du déchet en vue de la réutilisation qui fait que, effectivement, on rentre dans le cadre de la réutilisation. Ça, on trouve ça important de se rendre compte qu'aujourd'hui, le bois d'anciennes fenêtres, donc à 98%, ce n'est pas valorisé ni énergétiquement, ni en termes de recyclage. Donc 98% est enfoui. On avait récupéré certains chiffres auprès du FMBE. Et donc, si on fait un zoom sur la petite partie du haut qui est en jaune et vert, donc il y a surtout donc 56% de ce qui est revalorisé, qui est du bois énergie, et le bois B qui pèse pour 25%. Et nous, on avait essayé de quantifier notre part de bois de réutilisation. Actuellement, c'est 50 tonnes par an, et c'est bien peu de choses par rapport aux 50 000 tonnes. Donc, on est à 1 millième du bois français actuellement, ce qu'on fait nous chez Sans Détour.
Pour autant, il y a un vrai impact parce qu'on se rend compte en faisant un petit bilan carbone sur un élément de mobilier qu'on arrive à, donc, par rapport à un produit médian, à avoir 63% de CO2 économisé, étant donné que la part qui est représentée par le matériau pèse pour 80% dans un produit un peu médian. Là où nous, quand on refait un zoom sur notre bilan, c'est la partie transport et fabrication qui pèse le plus lourd, parce que la partie matière première, du coup, vu que c'est une réutilisation, elle compte plus. Voilà, nous, on pense qu'une partie de ce qui s'est passé là pendant 10 ans, c'est le fruit de cette rencontre avec Benjamin entre le chemin du design d'un côté, puis le chemin de la fabrication de l'autre, et puis petit à petit les optimisations sur les outils et puis les modes de concevoir. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur revisiter nos manières de concevoir et de fabriquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a l'association Lesiam, qui est l'entreprise Lesiam, pardon, qui est une entreprise à but d'emploi, qui existe dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est installée donc sur l'agglomération de Bressuire, là où on est. L'agglomération de Bressuire a noué un partenariat avec Lesiam. Et donc, ils ont arrêté d'enfouir les menuiseries qui étaient déposées sur l'agglo dans les déchetteries, et elles ont été déposées sur des palettes à dosseret. Et les IAM s'occupent de la collecte et du démantèlement. Et donc, ils séparent tous les éléments, le vitrage, le bois, le métal. Le vitrage est valorisé chez Saint-Gobain comme calcin pour fabriquer du verre plat. Le métal part en filière classique. Le PVC va chez un recycleur de PVC, et le bois donc il nous livre le bois, des montants de fenêtres, comme on peut voir ici, qui sont juste tronçonnés. Et donc ça, c'est notre source pour fabriquer nos mobiliers. La première étape de notre process, c'est donc la caractérisation de la ressource. C'est-à-dire qu'on récupère ces palettes de battants de fenêtres tronçonnés, et on fait les coupes transversales, et on caractérise l'essence. En fait, on identifie quelle essence est, et surtout on les classe par classe d'emploi, un peu par section, pour les utiliser au mieux dans les projets, parce qu'on fait aussi bien du mobilier intérieur que du mobilier extérieur. Là, vous avez un exemple d'un banc de jardin. On peut voir d'ailleurs les lames qui servent de platelage sont de largeur différente. C'est pas mal la ressource qui va guider notre dessin. Et donc, on essaie de garder toujours les largeurs les plus massives qu'on peut récupérer dans nos battants, quoi. Bon, là, on voit d'autres exemples de mobilier. On travaille pas mal sur essayer de réenchanter un peu durablement cette matière en répondant à des usages un peu plus proches de la nature. Enfin, c'est souvent ce genre de contexte où on est attendu. Et il y a un fort engagement, que ce soit des mairies ou des maîtres d'ouvrage, à utiliser ce matériau. On en est encore un petit peu à ce stade-là, de commandes assez engagées, même si le type de commande commence à changer. Mais en tout cas, on trouve ça important d'amener la transformation jusqu'à un niveau d'un mobilier vraiment neuf qui présente les bonnes garanties de durabilité et puis d'apparence aussi, fournir un design convaincant et puis contemporain, quoi. Donc souvent, ça prend place comme ça dans des projets un peu sur mesure, paysagers. Puis après, petit à petit, les modèles intègrent notre catalogue. Et on arrive à trouver bien notre place dans des projets notamment de voies vélo, où il y a des cadres très naturels, où cette image de bois métissé est assez désirable, avec un rendu de mobilier durable. Donc ça, c'est un exemple de mobilier intérieur. C'est un lamellé collé de chêne. Comme je vous disais, vu qu'on caractérise la ressource, qu'on trie les bois par essence, ça nous permet aussi de faire des mobiliers en mono-essence. Donc là, c'était une demande de l'archi d'avoir un banc tout en chêne. Donc voilà, c'est du chêne et peut-être un peu de châtaignier lamellé collé. Donc dans la conception de nos mobiliers, on réfléchit donc à l'éco-conception. On livre au maximum à plat pour prendre moins de place pendant le transport, et puis on réfléchit aussi à la démontabilité en fin de vie ainsi qu'à la réparabilité. Donc là, vous avez un exemple de table de réunion. Là, c'est une table dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux.
sur la photo précédente, on pouvait voir des châssis intérieurs et des portes qui sont aussi faits donc, à partir de lamellés collés de réutilisation. Donc, on pense que notre action elle devrait généraliser sur le territoire. On espère qu'on va inspirer d'autres entreprises à faire la même chose que nous, c'est-à-dire à travailler à partir de bois de réutilisation. On travaille actuellement avec une entreprise de Lyon qui s'appelle La Fabrique, qui est une menuiserie, des menuiseries agenceurs, et qui commence à travailler avec nos modèles et avec notre marque, avec un contrat de licence de marque. Tu peux passer. Voilà, donc après, je pense que ce qui fait aussi notre capacité à utiliser ce matériau correctement, c'est que là, actuellement, on a la capacité d'aller de A à Z sur un projet, en passant par des phases d'esquisse, de développement, de plans d'exécution. Et du coup, le matériau nous impose de revisiter un peu les manières de fabriquer en menuiserie pour s'adapter. Donc, quelques exemples comme ça de projets qui nous ont demandé d'innover un peu sur les modes de fabrication, sachant qu'on essaie de vraiment aller vers du 100% réutilisation. Donc des cerclages comme ça, qui sont là représentés en jaune, on va les faire en bois également. Et on va travailler sur les modes d'assemblage, quitte à y passer un peu de temps. Ce mobilier-là, par exemple, on avait fait une première édition en Galva et maintenant qu'on sait faire des poutres en lamellé collé pour l'extérieur, on l'a revisité en ossature bois. Donc là, quelques exemples justement de premiers exemples de poutres lamellées collées qui nous permettent de faire des petites architectures, des petites charpentes. C'est une manière de petit à petit avancer vers un usage plus structurel que juste en parement et en bardage. Et on compte bien faire des essais l'année prochaine avec probablement avec l'appui de l'ICAM. Ça, c'est le fameux banc, avec l'ossature bois qui remplace la charpente en galva. De la même manière que la ressource guide pour la fabrication d'immobilier, je parlais tout à l'heure des différentes largeurs de lame. Si vous regardez la charpente précédente, vous voyez que pour nos charpentes, on utilise les sections les plus petites possibles. Et les poteaux, on va les faire avec 4 petits poteaux qu'on va liaisonner entre eux plutôt que d'avoir un gros poteau parce que nous, la ressource qu'on a, c'est des petits morceaux. Et donc, ça nous permet de faire on fait des lamellés collés plus petits et après, on vient les assembler comme ça ensemble. Donc, ça donne aussi ce dessin-là, qui est vraiment. La ressource en est un peu à l'origine, quoi. On voit sur la suite comment entre la conception liée aux matériaux, on raisonne par esquisse et puis parfois un peu par prototypage à l'atelier. Après, on va retoucher le dessin pour qu'on redivise tout ça en modules qui sont faciles à fabriquer à l'atelier. Et comme ça, il y a un travail d'aller-retour entre le travail d'atelier et le travail de dessin qui nous permettent d'optimiser par rapport à la ressource et d'être assez économe en matériaux et en fabrication. Et globalement, on a quand même beaucoup d'opérations manuelles et on s'outille de plus en plus, mais on a beaucoup de temps à passer sur les projets, donc on est quand même dans des coûts relativement élevés. Donc l'idée, c'est de se placer sur des objets assez transformés avec de la forte valeur ajoutée. Ça, c'est un exemple c'est une aire de jeu pour laquelle on a fait la maîtrise d'œuvre, le suivi de chantier et puis le lot platelage. Donc on a fait ça en 2019. On trouvait ça très intéressant de se mettre sur un sujet aussi normatif que les aires de jeu. Donc voilà, on a voulu une aire de jeu qui soit non figurative, intégrée au paysage. Et on a fait ça avec l'appui du bureau de contrôle, la PAV, aussi bien en amont que pendant le chantier. Voilà, après, il y a plusieurs autres lots. Là, c'était à l'époque une charpente en Douglas. C'était avant qu'on fasse nos essais de charpente. Donc, je travaille sur les charpentes. En gros, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus inspirant pour nous et on s'inspire un petit peu de formes naturelles, un peu biosourcées. On essaie d'optimiser les charpentes pour qu'elles soient le plus discrètes possible. Et puis, il nous arrive de travailler aussi avec d'autres interlocuteurs qui vont peut-être avoir des démarches là un peu plus mixtes avec de l'acier notamment. On a travaillé avec un designer, Alexis Tricloir, qui a inventé ces sortes de jardinières bancs pergola.
Et donc, on se met à faire un petit peu de sous-traitance, de fourniture de matériaux pour, dans certains cas, voilà, faire des collaborations et utiliser plus significativement la ressource, quoi. Ça, c'était notre première charpente de plateforme en lamellé-collé. Donc souvent, c'est des éléments de forte convivialité avec des grandes dimensions où les gens vont se retrouver. On s'appuie pas mal sur un travail d'image de référence pour essayer de faire en sorte que les acteurs soient bien avec nous dans la démarche. Et puis, on va pousser la réflexion jusqu'à avoir des éléments modulaires, fabriqués à l'atelier et très rapides à monter sur site. Ouais, donc on a. Ouais, vas-y, Benjamin. Bon, on est présent sur plusieurs marchés, je vous en ai déjà parlé, agencement intérieur, mobilier urbain, menuiserie intérieure, aménagement extérieur. En fait, on veut aussi, on veut être un démonstrateur, on veut montrer tout ce qu'il est possible de faire à partir de cette ressource qui est le bois d'anciennes menuiseries extérieures. Donc, on répond à pas mal de nouveaux projets et en fait, les produits qu'on conçoit, ils sont souvent initiés par des demandes de clients. Vas-y, tu peux passer ça. Ouais, bon bah voilà, on donne juste un peu des exemples de la matière et montre un petit peu comment le côté massif, il est au cœur de notre démarche. Voilà, juste pour donner un peu le parcours, c'est plutôt des documents de communication, je vous montre un peu le parcours que ça fait entre l'extraction en forêt, l'usage sous forme de fenêtre. Et puis une fois qu'on les a transformés, on essaye de faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile à réutiliser pour les suivants, quoi. Ça, c'est un exemple de grand mobilier. C'est intéressant parce qu'on l'a travaillé en collaboration avec les services de la mairie qui se sont occupés du travail sur les grumes de bois. Et nous, on a fait une action de conception, de maîtrise d'œuvre et après de fabrication des plateaux en éléments entretoisés. Ça, c'est le genre d'éléments sur lesquels on aime bien travailler. Puis, il y a beaucoup de satisfaction des utilisateurs. Aussi dans cette recherche de posture un peu plus atypique de manière d'habiter dans le paysage. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, on est attendu dans ce type de projet. Ouais, c'est un exemple de maison de réserve, ça, pour une association de protection de l'environnement dans les Deux-Sèvres, Deux-Sèvres Nature Environnement. On a fait, en fait, on a fait une première esquisse, on a fait 2 esquisses. Et puis là, on va intervenir, nous, sur la fabrication de mobilier et d'éléments d'assises et de châssis aussi, des châssis à projection. Mais la maîtrise d'œuvre et le suivi de chantier est assuré par un architecte. Là, ça va être en phase travaux à partir de maintenant, là, bientôt. Donc là, on avait réfléchi sur des modules de bergerie mobile pour la ville de Nantes. Donc, ces programmes aussi sur lesquels il y a un rôle pédagogique et en forte relation avec les enfants, il y a du coup la visibilité de ce matériau. On pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu démonstrateur et pédagogique. Dans la même veine, une sorte de tipi de lecture pour des contes dans les médiathèques. Là, c'est pareil, la présence du matériau, puis la proximité avec la posture, il y a une sorte de côté un peu onirique et facile à mettre en valeur. Ça, c'est notre autre côté sous-traitant. On travaille aussi pour Kraken Lighting, qui sont des fabricants de luminaires en bois massif. Et donc, ils travaillent avec une entreprise qui s'appelle Brut de Bois pour tout ce qui est luminaire en bois neuf. Et nous, on leur fabrique leur gamme avec du bois de réutilisation. Et eux, ils s'occupent de toute la partie conception et éclairage. Un autre exemple de produit, donc là, plutôt lié au bâtiment, on a fait du plancher porteur. C'est du parquet rainure languette, parquet lamellé-collé. On a reconstitué des lames de 120 de large par 2 mètres de long. On a été posé dans une agence d'archi à Paris. Donc multi-essence aussi, bois tropical et chêne. Toujours le même projet, mais avec on travaille très rarement autre chose que le bois d'anciennes fenêtres, mais là on a retravaillé des caissons de cuisine récupérés sur le bon coin qu'on a remis aux dimensions du projet et on a refait les portes. Qui étaient les portes de la cuisine existante qu'on a juste reponcé, repeint. Un exemple de hall d'accueil pour une entreprise pour des bureaux d'une entreprise d'analyse de cycle de vie à Nantes. Méridienne, bibliothèque, manche debout, table de réunion et l'autre cuisine aussi. Je pense que tu peux passer, Jérémy, parce qu'on n'est pas en avance.
Ok. Oui, Voilà, bah, un banc quelques-unes. un banc lamellé-collé dans un hall d'entrée. Et puis là, une des dernières innovations là, qui va passer si tu passes, c'est on a travaillé pour un architecte pour qui on avait déjà travaillé, qui nous a demandé, comme il sait qu'on aime bien innover, qui nous a demandé des panneaux lamellés-collés cintrés. Donc on a fait des panneaux lamellés-collés d'épaisseur 20 mm cintrables. Et on a travaillé en partenariat avec un agenceur, Barré Bouillet, qui lui qui a eu le contrat, qui s'occupait de fabriquer les meubles. Et nous, on lui a fabriqué tous les panneaux de parement, et notamment les panneaux de parement cintrables. Donc en bois d'ancienne fenêtre. Vas-y, passe là-dessus. Voilà, Ok. je passe. Ouais. Et le dernier élément, voilà, alors on a expérimenté avec la menuiserie Revo, qui est un fabricant de menuiserie extérieure à côté de chez nous. On a refabriqué des anciennes menuiseries extérieures à partir de bois de réutilisation de menuiserie extérieure. Donc là, c'est des nouvelles menuiseries extérieures à épaisseur 68 mm, voilà, complètement neuves et performantes, quoi. Fabriquées à partir de bois d'anciennes menuiseries extérieures. Pour boucler la boucle. Ok. Ouais. Voilà. Super, merci beaucoup. Effectivement, ça a été un tout petit peu plus long que prévu, mais il y a déjà quelques questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à lever la main pour ceux qui voudraient en poser. La première question, c'est est-ce que vous travaillez avec la communauté des Maïs du Pain? Ah oui, on connaît très bien Frédéric des Chantiers Pepin. On est à 20 km, donc on travaille ensemble depuis le début. Ouais. On était dans les toutes premières réunions en fait en 2011, 2012 à la jeunesse du projet. Il y avait les Chantiers Pepin et nous on était autour de la table aussi. Et donc eux ils ont participé à l'étude de Recalif, mais nous on était déjà en train de prototyper des meubles et puis on se voit régulièrement en fait. On va les uns chez les autres. Voilà. Mais après, ils ont aussi initié un travail avec RAR, donc Oui, tout à fait. Ouais. qui font partie d'Emmaüs. Et nous, il a été question qu'on fasse une collaboration, mais vu que ce qu'on aurait dessiné pour eux serait intégré le catalogue Emmaüs et on n'aurait nous-mêmes pas pu éditer les mobiliers qu'on aurait dessinés. Donc on a plutôt préféré laisser RAR, qui avait initié un travail avec eux, aller plus loin, mais voilà, on les connaît bien. Ok. Et moi, j'avais une question par rapport avec les IAM. Vous travaillez en client-fournisseur, mais est-ce que vous leur faites des retours en disant, bah voilà, maintenant on a valorisé tout ce que vous avez démantelé, comme ci, comme ça. Est-ce qu'il y a des... Ouais, on essaye, on les rencontre régulièrement, on va les uns chez les autres, ils sont venus chez nous il n'y a pas longtemps. Et Ouais. pour eux, c'est assez important de voir ce qu'on fait de leur travail parce que c'est un travail quand même assez pénible, le démantèlement de fenêtres. Donc c'est assez réjouissant en fait de voir les débouchés et puis ce qui se passe après, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être très motivant. Donc il y a eu pas mal d'échanges, ils sont venus voir comment on travaillait. Nous, on est allé chez eux 2 fois également pour voir. Et puis après, on leur fait aussi parfois un peu optimiser leur démantèlement sur les éléments qui posent problème à l'atelier. Ok. Ouais, super. Il y a une question de François Arcade, série bois, qui demande comment vous gérez les traitements dans les bois de menuiserie. Alors tout ce qui est peinture, nous de toute façon on scie ou on corroie, donc on enlève et souvent on enlève bien au moins 5 mm sur le bois. La majorité des traitements d'imprégnation ils vont pas au-delà de 5 mm. Puis après on utilise aussi beaucoup de bois qui n'est pas imprégné, tout Ouais. ce qui est bois dur non imprégnable. Et D'accord. on ne teste pas par contre nos bois, quoi. Ouais, pour savoir s'il y a des traitements plus profonds. Euh, Concernant la transformation, comme ça, justement, le sciage, euh, vous faites comment avec les éléments métalliques qui sont déjà purgés ou c'est quelque chose, vous avez, je sais pas, un détecteur de métal ou Non, on a ça. Ouais. Alors, le métal est censé être enlevé par les IAM, mais nous, après, on a plusieurs détecteurs de métaux, notamment à l'entrée de notre 4 faces, on a des petits systèmes de détecteurs de métaux dans des goulottes. C'est les poêles pour détecter les métaux sur la plage qu'on a retournés, qu'on a mis dans un. Voilà. Ouais. Dans lesquels on passe tous les bâtons de fenêtre maintenant. Et puis, on travaille beaucoup avec des plaquettes au carbure plutôt qu'avec des fers en acier rapide, quoi. Comme ça, on peut tourner les plaquettes et puis c'est moins Après, Ok. on laisse l'aluminium également, qui va pas endommager les plaquettes. Ouais. Et Donc vous avez imaginé un petit outil de type détection de métal. Ouais. oui, c'est un peu, on est obligé de customiser un peu les machines pour y rajouter quelques petits éléments. Hop, j'ai un participant qui lève la main.
Faut que je change. Oui, Marianne. c'est moi, c'est Marianne Gourcuff pour Valobat. Merci beaucoup pour cette présentation et pour votre travail qu'on trouve vraiment très inspirant, notamment pour le développement du réemploi sur la filière bâtiment. Moi, j'avais une question sur la typologie de vos clients. Là, d'après la présentation, j'imagine que vous êtes plus sur de la clientèle acteur public. Et je voulais savoir pour quelles raisons, du coup, ils choisissaient le réemploi, même si ces raisons, j'imagine, sont diverses. Mais pour le dire simplement, est-ce que leurs obligations en la matière est un élément déterminant quand ils font appel à vous? Et notamment l'article 58 de la loi AGEC. Ouais, alors nos clients, c'est en gros moitié collectivité territoriale, moitié entreprise. Et pour le dire très franchement, l'article 58 de la loi AGEC, pour l'instant, je ne pense pas qu'il nous serve à grand-chose et il n'y a aucune collectivité territoriale qui vient nous choisir pour ça. Mais ça devrait. Ils ne sont pas au courant. Hein. Non, franchement. C'était ma question. Non, ils viennent parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils trouvent que le mobilier qu'on fait, il est beau, puis parce que ce qu'on fait, ça a du sens. Mais concrètement, l'article 58, pour l'instant. Je pense que c'est des communes qui ont envie de faire un affichage environnemental. Donc souvent, on a une place un peu en vue sur la piste cyclable ou à l'entrée de la mairie. Voilà. Et après, par contre, on est peut-être sur 40% de commandes publiques, mais on a quand même pas mal de commandes d'entreprises. Ok. Peut-être autant, je pense. Ouais, carrément. Et là, du coup, j'ai envie de dire même question, est-ce que c'est en lien avec leur politique RSE, par exemple, ou c'est plutôt du volontarisme parce que les équipes sont très sensibles à la question Mais ça va être un peu des deux, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de gens qui viennent nous choisir, et ça c'est assez satisfaisant, qui viennent vers nous parce qu'ils trouvent que nos mobiliers sont beaux, et puis après ils sont là, ah mais oui, mais en plus c'est du réemploi, donc, ou de la réutilisation, donc tant mieux quoi. Ok, donc c'est d'abord désirabilité et ensuite limite critères environnemental, même si les deux sont liés. On ne peut pas faire de généralité, c'est un peu des deux. Ok. Ouais, c'est un mélange des deux, puis ça dépend des personnes. Après, c'est vrai qu'au niveau de la RE 2020, le bois dans le bilan n'est pas, enfin le bois de réutilisation n'est pas très bien valorisé parce qu'il est plutôt moins. On ne le déduit pas du bilan carbone, il compte comme zéro, ce qui n'est pas le cas en bois neuf. Donc on n'est pas mieux positionné que du bois neuf en fait. Et ça va peut-être évoluer petit à petit, mais pour l'instant c'est bien, mais c'est pas un argument qui fait choisir ça. Je vous remercie. Hop, je vais prendre la dernière question avant de passer à la présentation suivante. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à continuer à les mettre. On verra ça après. Là, ça concerne les anciens tonneaux mortaises. Comment vous faites sur certaines photos, on a vu que il y en a sur des bancs à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la stagnation de l'eau? Quand ils sont, on les purge plus qu'on les purgeait maintenant, mais après quand ils sont verticales, si on les laisse, souvent le tenon est parti. Donc il n'y a pas de problème de stagnation. Ça peut nous arriver d'en laisser horizontalement, mais après les mortaises. Ouais, les mortaises, ça peut nous arriver d'en laisser, mais elles sont souvent déjà sans le tenon, quoi. À l'extérieur, c'est plutôt comme ça. Et c'est vrai qu'on va vers de plus en plus enlever tous ces éléments qui potentiellement peuvent présenter une fragilité. Là où au démarrage de notre activité, je pense qu'il y avait aussi, on faisait un peu plus du tout venant. Maintenant, on commence à optimiser les modes de fabrication et parfois à reconstituer une pièce lamellée-collée. Il y a besoin de fortes sections, quoi. Et à faire des aboutages? Oui, bien sûr. Vous êtes équipé pour. Merci beaucoup pour votre présentation et vos réponses aux questions.